on résout un problème très simple. On aide les entreprises et les marques à faire revenir les clients chez eux. L'acquisition, c'est compliqué, ça coûte cher. Quand le haut de funnel le tousse, tout le monde tombe malade. Brevo, on a investi 50 millions d'euros sur l'IA. T'as plus le syndrome de la page blanche, ça n'existe plus. Et ce mindset, il est hyper important. Les sales, ils doivent parler à toute la boîte. Clé d'un vendeur qui n'est pas enthousiaste, l'énergie fait 50% du boulot. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux, VP Sales, compte exécutif, SDR, pour vous partager leurs tips et leur écosystème et vous rappeler que nous faisons partie du plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Axel Detour, VP Sales de cette superbe French Tech Brevo, anciennement appelée Sending Blue. Axel, ravi d'être avec toi aujourd'hui dans le bureau. Ravi, plaisir partagé. Bonjour Pierre-Michel. Au top. Bon, il fait chaud, on est mi-juillet, on va bientôt partir en vacances, donc on est un peu plus détendu. Néanmoins, on va parler de sujets sérieux ou pas, on verra bien. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement ton poste, ton périmètre du poste, le nombre de collaborateurs que tu manages et peut-être, je sais pas, ta citation favorite? Je te prends un peu au dépourvu. Déjà, des calls, des Exactement. donc, je travaille chez Brevo depuis bientôt, ça fera 3 ans en décembre. Je suis arrivé chez Brevo à la suite du rachat de Captain Wallet, qui est une entreprise qui avait été, j'avais cofondé avec Bertrand Leroy et Alexandre Plichon. Et assez rapidement, 8 ou 10 mois après avoir été racheté, j'ai commencé à travailler pour Brevo, vraiment pas uniquement pour Captain Wallet. Et donc là, je suis devenu SVP Sales de Brevo. Donc ça représente une 60aine de personnes au global, avec 4 grosses régions, France, DACH, donc Allemagne, Autriche, US, et puis après la fameuse région que toutes les boîtes ont au début, Rest of World. Ah, ok, le pêle-mêle. Voilà, le PNL, et puis voilà. Donc c'est ça fait une 60aine de sales qui sont principalement répartis entre la partie SDR, BDR, et après une partie account exécutif. Ok. Je crois qu'on se souvient tous très bien de ce que c'était Sending Blue. Mais aujourd'hui, Brevo, c'est quoi? Après tous ces rachats, toutes ces nouvelles technologies qui ont été implantées, quel problème vous résolvez aujourd'hui sur le marché? Bon, nous, on résout un problème très simple. On aide les entreprises et les marques à faire revenir les clients chez eux. Ça, c'est le truc de base. On est une plateforme CRM omnicanal, avec là, les gros mots tout de suite qui viennent cranter un petit peu. Mais c'est bien, ça permet d'augmenter les tarifs. De grands mots. Tout de suite. 20% en plus immédiatement. Non, t'as donc plateforme CRM multicanal. Donc c'est le changement de Sending Blue à Brevo. Donc déjà, c'est la même entreprise. Je le précise parce que très souvent, quand tu rebrandes, c'est un gros challenge. Quand tu rebrandes ta marque, nous on a eu des questions. Vous avez été racheté. Non, on a changé de branding parce que Sending Blue était plus Sending Blue. On faisait plus le même métier. Donc Sending Blue était connu pour être une boîte qui permettait d'envoyer des emails en masse, pour pouvoir faire ta newsletter hyper simplement, et très c'est vraiment le focus en termes de clients, c'était les PME. Ça a extrêmement bien marché, ça continue de marcher très très fort, ça reste 75 à 80% du revenu de Brevo, qui fait à peu près 200 millions d'euros d'ARR aujourd'hui. Donc c'est toujours le cœur du système. Et puis depuis 4-5 ans, fort de son succès, des différents fonds qui ont été levés, Sending Blue a commencé à racheter d'autres entreprises, donc à peu près une dizaine en 2-3 ans, dont Captain Wallet, mais aussi d'autres comme Octolis, Wonderpush, Newsletter to Go en Allemagne, qui a été le premier achat, je crois que c'était en 2020. Et qui ont en fait permis de construire une plateforme qui est beaucoup plus large, donc cette fameuse plateforme CRM omnicanal. Donc CRM, ça veut dire que cette capacité à gérer la data d'un client, qu'elle provienne de n'importe quelle source. Donc, le problème classique, c'est quand tu as un site e-commerce ou quand tu as un point de vente. Quand tu as les deux, voilà, quand tu fais pour unifier cette data, pour la cleaner, pour en faire un identifiant unique et pouvoir jouer avec.
Et donc jouer avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des scoring, ça veut dire créer des dashboards qui te permettent de suivre un peu qu'est-ce qui se passe avec. Et puis surtout après, ça veut dire comment activer cette donnée, donc pouvoir l'utiliser sur toute une multitude de canaux. L'email évidemment, parce que Sendinblue vient de là. Et puis aussi après, évidemment, tout ce qui est SMS, WhatsApp, le wallet évidemment qui est un canal de communication, le push, enfin voilà, une multitude de canaux. Et puis petit à petit, voilà, la plateforme grossit et devient une seule et même plateforme et qui permet donc aux marques de gérer cette data, de l'activer et jusqu'à en faire même des programmes de fidélité pour les clients, donc de concevoir le fameux programme de fidélité que tout le monde connaît et qui revient beaucoup à la mode ces temps-ci parce qu'on voit que l'acquisition c'est compliqué, ça coûte cher, ça a moins d'efficacité qu'avant. Donc le Brevo est sur un segment de marché qui est très très prisé parce que beaucoup de marques ont besoin aujourd'hui de traiter leurs clients d'une façon un petit peu plus sophistiquée et attentive, on va dire, qu'ils ont pu le faire avant, parce que les marques pendant des années ont connu et ont beaucoup dépensé dans l'acquisition et un peu moins dans la partie, on va dire, rétention, fidélisation de leurs clients. Donc Brevo est sur ce segment de marché et aide des entreprises de toute taille là-dessus. Ok, très clair. Marché compliqué, j'imagine, aujourd'hui, avec justement tout ce qui se passe dans le secteur du retail. On entend parler beaucoup, effectivement, de redressement ou de liquidation judiciaire. Est-ce que ça vous impacte? Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors Brevo est très diversifié dans les secteurs. Voilà, on a vraiment des industries sur lesquelles on est très bon. Donc tout ce qui est e-commerce, médias, mais évidemment aussi la partie retail. Cette partie a pu avoir un impact sur Captain Wallet notamment. Donc avant qu'on soit chez Brevo sur la partie notamment à partir du Covid, etc. Et en réalité, c'est très intéressant cet épisode qui nous a tous fait hyper peur. Hein. Il y a, nous, quand t'es une start-up au moment du Covid, tu sais pas ce qui va se passer. Donc on a connu cette frayeur. Et en réalité, le wallet, comme tous les outils qui permettent d'être proche de ses clients, de pouvoir les travailler, de créer vraiment une proximité avec ses clients, en fait, ont été très valorisés pendant cette période. Donc, on n'a pas vraiment trop connu la crise du Covid. En revanche, c'est vrai que par effet ricochet, oui, on a certains clients retailers. Donc, t'en as quand même heureusement pas trop qui ont dû vraiment mettre la clé sous la porte. Donc, on pense à des Camailleux, par exemple, les boîtes comme ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui ont dû un peu se réinventer, se renouveler. Il y a eu quelques redressements judiciaires, mais qui ont souvent aussi réaxé des investissements. Et on a fait partie très souvent de ces investissements priorisés. Donc on n'a pas eu un impact aussi important que si tu regardes simplement effectivement le secteur dans son ensemble qui est en crise, particulièrement sur retail. Donc voilà, entre la diversification des clients et entre le fait qu'on est quand même très cœur business. Ça n'a pas un impact si important que ça. Brevo, c'est une boîte qui fait environ 30% de croissance encore tous les ans, qui est rentable. Voilà, sur le marché, c'est rare. Aujourd'hui, en France, à ce niveau-là, c'est assez rare. Ouais. C'est un marché qui est très concurrentiel? C'est un marché qui est très, très concurrentiel parce qu'il y a les gros acteurs auxquels on commence à se mesurer de plus en plus, donc on est vraiment très PME, SMB en bon français à l'origine. Et puis ça fait 4-5 ans qu'on a opéré notre mue. Et qu'on évolue de plus en plus vers le up market. Donc entre le SME et l'enterprise, il y a le mid market. Donc là, on commence à être hyper fort sur le mid market. Et là, il y a vachement de monde. Il y a les HubSpot. En fait, tu as la nouvelle génération. Hein. Tu as tout ce qui est HubSpot, Klaviyo, Braze, etc. Braze n'est pas trop mid market. Ils sont plus enterprise. Et puis au-dessus, tu as ceux qui sont très connus, puis toujours qui ont vraiment en fait ouvert ce marché dans les années 2010, les Salesforce, les Adobe, les SAP, les Marsys en Allemagne qui a été racheté par SAP. Donc il y a beaucoup de monde. C'est très concurrentiel. Les produits peuvent par certains aspects se ressembler pas mal. Donc dans la vente, c'est un énorme challenge de pouvoir se différencier dans un univers où il n'y a pas de rupture, tu vois, technologique hyper marquée. Donc la vente, elle se fait à couteau tiré. La compétition, elle est très très aiguisée entre chaque solution. Ouais. Et justement, en tant que VP Sales, comment on mène une guerre concurrentielle quand le COMEX a décidé de se faire d'évoluer effectivement sur le marché, de passer sur un marché SMB, sur un marché enterprise?
On te donne cette responsabilité là aujourd'hui. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu analyses sur le marché? Et c'est quoi les leviers à ta disposition pour mener une guerre concurrentielle? Alors ça, on pourrait faire un podcast dédié à ça. Mais déjà, quelques éléments clés. Parce qu'on En peut fait, en parler déjà, pendant des jours. Mais... non, mais je pense que tu vois, il y a, propre à Brevo, il y a un historique. C'est-à-dire quand tu es une boîte qui est PME et qui est ce qu'on appelle PLG, donc Product Led Growth, donc vraiment tes clients ils viennent par l'inbound. Et honnêtement, on a fait l'effort, on a commencé l'effort outbound, etc. depuis quelques années, mais ça reste encore minoritaire par rapport au reste des clients et des leads qui viennent chez nous. Ils sont principalement inbound. Donc Brevo vient et Saninlo avant, mais Brevo aujourd'hui vient quand même beaucoup de ça. Il y a une traction très très forte de notre base existante et de la visibilité de Saninlo et Brevo sur le marché. Donc on a beaucoup de clients qui viennent comme ça. Donc il y a cette culture inbound qui est très forte et donc il y a ce switch de culture que moi je suis chargé de faire aujourd'hui, qui est de passer sur une dynamique plus outbound et sur deux aspects, à la fois sur la génération de leads, parce que tu peux pas vivre que l'inbound éternellement. Et nos concurrents, ils sont très axés outbound, ils ont des équipes outbound très très fortes. Donc ça, c'est un switch qu'on a fait, qui marche pas mal, mais qui est encore minoritaire par rapport au reste. Et puis après, l'outbound, il est hyper important sur un autre aspect, qui est encore plus clé, j'ai envie de dire, qui est l'état d'esprit, en fait. Quand tu es éduqué à faire du inbound, ça rentre, ça rappelle pas, je close Lost, et puis tu vois, je le mets ailleurs, et il reviendra peut-être, ou j'irai peut-être le rechercher un jour. Et en général, on n'allait pas le rechercher parce qu'il y avait tellement de flux que voilà. L'état d'esprit, donc le mindset, en coachant en bon français, outbound, à inculquer dans une équipe, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes typologies de sales. Et ce mindset, il est hyper important parce que justement, dans ta bataille concurrentielle, c'est absolument clé, et surtout quand tu le couples à une autre dimension qui est que quand tu vas commencer à avoir des deals qui sont plus PME et qui sont beaucoup plus mid-market, enterprise, c'est des deals qui sont plus longs, il faut beaucoup plus de contact avec tes clients, il faut nurturer. On fait qu'utiliser des mots, des barbarismes anglais. Désolé, mais je pense que tout le monde comprend. Oui, on est dans le même Dans ce écosystème, secteur. effectivement. Ouais, ça permet de parler le même langage. Ça jargonne beaucoup et en anglais, mais voilà, si tu dois nurturer beaucoup plus de gens autour du cercle de décision, tu as de plus en plus de RFP, donc c'est pas du tout aussi la même approche, et donc cette guerre concurrentielle, le premier élément, c'est quand même beaucoup d'être en capacité d'avoir une équipe qui répond un peu à ce challenge-là. Et donc t'as pas forcément les bonnes équipes pour le faire au début. Donc il faut les entraîner, il faut les éduquer, il faut le coaching, c'est hyper important. Pas forcément d'ailleurs toi en tant que responsable, bien sûr tu le fais, mais c'est hyper important de les coacher par l'extérieur. Ça, je dirais, c'est la première étape. Et puis la deuxième, c'est d'avoir en fait une continuité entre ce que toi tu peux vendre et le reste de la boîte. Donc, est-ce que le produit suit? Est-ce que les CSM sont avec toi, tu vois, sont en capacité en fait de gérer des clients qui sont un peu plus gros, un peu différents, parce que tu souffres aussi de la comparaison avec la concurrence là-dessus. Est-ce que tu vois, tu es capable d'avoir des solution engineers? On n'avait pas ça avant parce que la solution est devenue complexe. Donc ça veut dire que maintenant, tu as des solution engineers qui doivent être là sur beaucoup de deals, qui sont en capacité d'expliquer en détail une solution qui doit être customisée, se plugger chez ton client de façon complexe et tout. Donc tu as plein d'aspects comme ça, mais tu as deux gros aspects, cet état d'esprit qui est absolument clé. Donc ça change tout et ça te parle dans le recrutement, tu vois, c'est pas les mêmes personnes que tu recrutes. Et puis après, est-ce que vraiment le reste de la boîte est mobilisé autour de ça? Et ça, chez Brevo, voilà, nous, une des raisons pour laquelle, voilà, chez Captain, quand tu vends ta boîte, nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs opportunités. Bon, il y avait vraiment, tu vois, une volonté d'aller vers le mid-market, l'enterprise, d'aller vers des deals un peu plus compliqués, de faire évoluer le produit, de faire évoluer la boîte vers ça. Okay. Et ça, voilà, sans ça, c'est absolument je peux pas faire le tout de ton côté, quoi. Ok, donc déjà pour effectivement passer sur les comptes enterprise, mid-market, ramener une culture d'outbound, donc d'outbound, pardon, travailler sur le mindset de l'équipe, les faire coacher, et en termes de design de la force de vente de l'équipe revenu, donc que ce soit sales et CSM, c'est un grand sujet, c'est des grands débats, beaucoup de VP sales aujourd'hui s'interrogent. Est-ce que ça t'a amené à redesigner effectivement les équipes, à retravailler les séquences
séquencement, soit avec des ventes très saucissonnées ou à l'inverse, plutôt avec des profils dev full stack. Comment tu t'y es pris et quel finalement design t'as mis en place là cette dernière année? Donc là, quand t'es enterprise vraiment, t'as un peu tendance à saucissonner ta force de vente. Mais plus en fait tu descends sur une taille d'ARR ou enfin les MRR, moins tu saucissonnes ta vente en fait. Moi je trouve que c'est l'enseignement le plus voilà, c'est un truc que tu sais, il y a beaucoup de choses en fait que tu sais, que tu lis, que t'écoutes dans les meilleurs podcasts du marché, mais en réalité tant que tu l'as pas vécu et tant que ça n'a pas rencontré une certaine réalité dans ton entreprise, tu vas pas le faire quoi. Moi c'est vraiment un des enseignements d'entrepreneurs chez Cat Wallet. J'ai parlé avec plein d'entrepreneurs, plein de gars dans d'autres boîtes et tout qui étaient un peu plus avancés que nous. Ils te montrent le point, toi tu es au point A, ils te montrent le point D auquel tu dois aller. Tu dis ok, c'est là que je dois aller. Mais en réalité, tu peux pas y aller tout de suite. En fait, il faut que tu fasses B et C entre les deux. Alors, ils vont t'aider à avoir des raccourcis. Et c'est pour ça que c'est cool de parler avec les autres. C'est génial d'avoir des podcasts. En vrai, ça aide beaucoup. Mais en réalité, tu dois faire le chemin. Le chemin est absolument clé, quoi. Et ben, c'est pareil pour une organisation de vente. Et donc, chez Brevo, il y avait un peu ce truc-là entre, je fais un peu tout, en fait, aujourd'hui. Je fais du SMB. Donc là, t'as pas de sales. Et puis, t'as la partie mid-market et enterprise. Et en fait, on a essayé de faire mid-market et enterprise ensemble. Et en réalité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est pas possible. C'est pas les mêmes sales motion, comme on dit, c'est pas les mêmes dynamiques de vente. Et donc, t'as pas forcément les mêmes profils. Et c'est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui de Brevo. C'est un truc dont on parle beaucoup en interne aujourd'hui. Et donc, quand tu es sur l'enterprise, tu vas vraiment avoir une partie vraiment purement BDR. Ils vont générer du lead à proprement parler. Donc, ils vont vraiment aller à la rencontre du marché, que ce soit en cold pur, que ce soit, alors, nous, on appelle ça outreach. Alors, c'est une définition un peu entre nous. Donc, un outreach, c'est tous ceux qui ont montré une intention. Donc, ils sont scorés. Et donc là, tu les rappelles. Donc, c'est un peu plus chaud, un peu plus normalement facile, même si c'est jamais facile à faire rentrer dans le pipe. Et puis après, tu as l'inbound, évidemment. L'inbound, ça, c'est trop cool, quoi. Des gens qui ont déjà un tête, etc. Donc, cette équipe IDR, elle prend un peu tout. Et puis après, une fois qu'elle a qualifié un lead, elle va passer de façon hyper classique à un account exécutif qui va vraiment faire, et ça, j'insiste, la partie discovery. C'est pas le BDR qui va faire la partie discovery. Il va qualifier. Et cette limite est très fine à trouver pour que dans l'expérience client, tu n'aies pas que le client n'ait pas deux fois à faire la discovery, quoi. Et quand tu fais du discovery sur l'enterprise, c'est du discovery qui est très poussé. Tu dois parler, je sais pas si tu connais la règle, mais tu dois parler que 30% du temps sur la première discovery. Tu vas faire parler, orienter tes questions, etc. Pour faire parler, comprendre les angles un peu d'attaque, les fameux pain, donc douleur, pour trouver l'impact, etc. Donc toutes ces méthodos. Et donc là, vraiment, l'AE, après, mais il va y avoir un site de vente qu'on essaie de raccourcir évidemment au maximum, mais qui va être vraiment concentré sur le closing. Et à contrario, là, on est vraiment en train d'évoluer vers une offre qui est beaucoup plus mid-market, avec une approche qui est plus agressive d'un point de vue prix, mais qui correspond mieux à tout un segment de marché qui représentait un petit peu un trou pour nous aujourd'hui, et sur lequel, voilà, qu'on est maintenant en capacité totale d'adresser hyper simplement. Et là, pour le coup, tu as vraiment des vendeurs qui vont faire tout le cycle. Il y a des sales full cycle. Et donc là, ils vont recevoir l'inbound, le qualifier et le closer avec des sales journées qui sont beaucoup plus courts. Il y a une responsabilisation qui est beaucoup plus importante sur ces deals-là, et puis surtout une dynamique qui est bien meilleure, quoi. Ouais, j'imagine. Et sur cette organisation, tu l'as calqué, quel que soit après derrière les différents zones géographiques de marché, DAR, US, Rest of the World. Tu sens des différences culturelles à ce niveau-là en termes de design de la Alors, t'as raison. Bon point. J'ai fait un premier changement dans l'équipe, c'est que je l'ai régionalisé. Donc, j'ai mis vraiment un head-off par pays d'abord en début d'année. Ça, c'était important aussi parce que effectivement, il y a quand même une dynamique et une culture différente par région. Ça vend pas du tout de la même façon en Allemagne qu'aux US ou qu'en France versus tu vois le UK ou l'Espagne. Donc j'ai régionalisé. Effectivement, j'ai mis vraiment quelqu'un qui était responsable de tout le cycle, donc lead generation et closing par région. Ça, c'était la première étape. Et on va garder quand même cette organisation par région, et on va essayer d'avoir tu vois la partie rest of world. On en souriait tout à l'heure, mais en réalité, c'est pas une région finalement, hein. Tu peux pas tirer en fait d'enseignement générique.
Par contre, c'est ce qui nous permet d'axer notre développement, en fait, de comprendre où est-ce qu'on va devoir axer notre développement. Donc là, on voit que nous, dans les pays nordiques et le Royaume-Uni, il y a une dynamique assez importante. En Espagne aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe parce que le marché est un peu différent. C'est un marché qui est un peu moins mature, qui aime bien les solutions, ce qu'on appelle all-in-one comme nous. Par opposition, tu vois, à prendre un peu des bouts de briques un peu partout. En fait, les boîtes, elles sont plus petites, elles n'ont pas la maturité. On a une plateforme qui a réussi en fait à faire la totalité du spectre du CRM chez nous, ça leur plaît vachement. Donc voilà, donc on sait qu'on a une réponse là-dessus, mais pas forcément sur l'enterprise, plutôt sur du mid-market. Donc on va quand même aller chercher de l'enterprise sur ce marché-là, mais voilà, on sait que la conquête sera peut-être un peu plus compliquée. Donc voilà, on adapte quand même vachement en fonction des marchés, ça c'est hyper important. Ok, donc en fait, sur ton organisation, tu vas avoir des équipes selon les tailles de marché qui sont aussi régionalisées. Toi, tu t'appuies sur des directeurs commerciaux qui sont aussi régionalisés. Ouais, Est-ce que tu as aussi des fonctions transverses qui viennent aller appuyer justement ces équipes commerciales, ces ops, RevOps, carrément. ces enablers? Bien sûr. Puisqu'on voit qu'effectivement, c'est sur des tailles de boîtes, sur de la scale-up comme Brevo, effectivement, ces fonctions sont de plus en plus recrutées. Est-ce que pour toi, c'est du bullshit ou est-ce que ça a un vrai impact, un vrai apport de valeur? C'est très très clé quoi. C'est vraiment des fonctions. Donc si on parle de la fonction sales ops, la fonction enablement, je sais même pas comment on dit en français. On a toujours dit comme ça. Donc moi, Peut-être définir ces ops et ces enablers pour. donc la partie sales ops, c'est vraiment l'équipe qui va te permettre de mettre en place les outils et je dirais aussi vraiment toute une partie analyse en fait des ventes. Donc quand tu commences à avoir beaucoup de volume comme nous on traite, tu vois, on a signé quand même. Brevo, c'est 500 000 clients au total dans le monde et c'est 2500 clients donc qu'on appelle enterprise, c'est en fait mid-market enterprise et c'est quasiment 500 deals tu vois signés par an, donc c'est quand même beaucoup de volume. 500 deals donc vraiment mid-market enterprise, donc c'est quand même beaucoup de volume. Donc le sales ops, t'as une partie vraiment qui est outillage et c'est de plus en plus clé. Ok, super cliché de dire ça, mais effectivement, avec tous les outils, les nouveaux outils qui naissent tous les jours avec J'ose pas te demander quel CRM tu utilises. et je suis très fier de dire, je suis très fier de dire que c'est Brevo qu'on utilise. Bah oui. Et ça, c'est cool, mais c'est assez récent, hein. C'est assez récent. Donc, par contre, je te dirais pas le CRM que j'utilisais avant. Bah, j'imagine. Pas fou. Non, mais donc c'est Brevo qu'on utilise comme CRM commercial. Mais après, tu as toute une batterie d'outils derrière avec lesquels les sales travaillent et puis avec lesquels le management travaille pour pouvoir lire. Il faut lire la donnée. Alors, la donnée, c'est pas tout, mais c'est quand même hyper important. Et donc les sales ops sur cette partie outillage, données est absolument clé. Et il y a un peu une sous-section, on va dire, dans la partie sales ops qui est donc l'enablement. Et donc là, qui est une fonction qui est très importante aussi, parce que elle permet en fait aux sales de continuer à apprendre en permanence. Donc de continuer à apprendre sur deux aspects principaux, la partie vraiment vente, quoi, technique de vente, parce que oui, ça évolue en permanence. Quand t'as un total addressable market aussi large, donc nous on n'est pas spécialisé en fait dans une structure, dans une industrie ou une autre. On peut être utile dans n'importe quel secteur. Donc quand tu as un TAM qui est aussi large, ben tu as différentes typologies de ventes et en plus quand tu es du mid-market bas jusqu'à l'enterprise, voilà, ça fait beaucoup de techniques de vente assez différentes. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après il y a l'aspect produit. Il y a 600 releases par an chez Brevo. Évidemment, elles sont pas toutes majeures, mais il y a quand même beaucoup de releases très très importantes qui sont publiées tous les mois. Et donc ça c'est ultra clé que tes sales soient hyper au courant de ce qui se passe. Et c'est un vrai challenge parce qu'il faut le communiquer, mais il faut qu'ils le reçoivent, qu'ils l'entendent, qu'ils l'appliquent. Donc voilà, derrière une dimension de training, mais aussi de documentation. Cette documentation, tu as la documentation interne, mais tu as la documentation externe, le bon pitch deck, le bon leaflet, etc. Donc ça, l'enablement, c'est un sujet qui est absolument énorme. J'oublie des thèmes là-dedans, mais déjà, c'est vraiment les fondamentaux, tu vois, des RevOps et de l'enablement. Très clair. Et sur une équipe de 100 sales, il faudrait combien de sales ops dans le secteur, on va dire, en sens large pour une solution SaaS?
et combien de sales enablers. Est-ce que tu as des ratios comme ça qui sont clés Non, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas vraiment de ratio. Je pense que ça peut varier pas mal d'une boîte à une autre. Je pense que, tu vois, aujourd'hui, on a, je dirais, vraiment sales ops pur. On a 3 profils sales ops purs. Et en enablement, on a 2 personnes vraiment purement en enablement. Honnêtement, je pense que tu vois, ce serait pas trop d'avoir un peu plus de monde. Et je pense que c'est aussi une dynamique qui peut être, enfin, tu peux avoir encore un besoin d'un peu plus de monde quand t'as des deals qui sont plus petits, donc plus véloces, plus rapides, donc beaucoup plus de volume. Et là, tu rentres vraiment dans une vente qui est plus sales machine, qui est moins artisanale que de l'enterprise. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup appris chez Brevo. Ce côté, voilà, sales machine, voilà, beaucoup de leads qui rentrent, beaucoup de leads à traiter. Donc, du coup, là, tu as beaucoup de données à traiter et puis tu as beaucoup d'alertes à lever sur, tu vois, une tendance qui va, une tendance qui va pas. Et du coup, adapter ton enablement, changer un peu la partie ops sur tel ou tel truc. Et donc là, voilà, plus t'as des deals petits, plus t'as du volume, plus t'as besoin d'ops, je pense. Je vais faire une petite aparté parce que tes sujets sont très intéressants, mais sur un sujet un peu plus léger, parce que lorsqu'on échangeait tous les deux à propos de ce podcast, tu me disais que sur ton sujet d'actualité à ce moment-là, c'était la partie aussi, une fois qu'il y a eu ce redesign de la force commerciale, comment les objectiver et comment les maintenir en performance. Et dans ces 2 questions, j'ai aussi une 3e question à Joker. Si le produit cartonne, est-ce qu'il faut revoir les objectifs à la hausse? Donc la partie target, enfin objectif, c'est toujours un truc qui est compliqué. Nous aujourd'hui chez Brevo, on essaie de ne pas faire de reforecast. On en fait un peu à la marge parce que c'est hyper important que les sales ils atteignent leurs objectifs, et puis évidemment c'est encore mieux s'ils peuvent les exploser. Ça nécessite que je trouve pas facile, surtout dans le contexte actuel, parce que on sait tous que le marché est compliqué d'une manière générale. La signature, elle est plus longue, elle est souvent décalée. Il y a plus d'acteurs dans la signature qu'avant. Je parlais du nurturing à un moment, et c'est vraiment clé de ne pas avoir un seul champion dans une entreprise, d'en avoir plusieurs. Donc l'exercice de targeting, il est absolument clé, parce que voilà, des sales qui arrivent pas à avoir un objectif, ils se démotivent tout de suite et ils pensent que c'est impossible. Donc ça, gros sujet chez nous comme chez partout. Enfin, chez partout, pas la boîte, hein. Ouais, comme partout. Mais chez la pub pour d'autres, tiens, voilà d'autres acteurs. Mais donc cette partie-là, elle est fixée au début de l'année. On a des targets par quarter. C'est des targets qui sont néanmoins mensualisés, mais régularisés au quarter. Avec des paliers de déclenchement du variable, ou il touche au premier euro facturé? Non, avec des paliers. Donc voilà, un plancher et pas de plafond en revanche. Donc il y a un plancher, oui, en dessous duquel ils peuvent pas toucher de com. Il y a une régularisation à la fin du quarter qui prend l'ensemble et qui donc permet d'avoir son bonus. Et aujourd'hui dans l'équipe, en fait, il y avait que les AE qui étaient objectivés sur le revenu, la génération du revenu. Moi, ce que j'aime bien avec ce qu'on est en train de changer, c'est qu'il y aura plus de monde qui seront incentivés sur le revenu directement. Parce que entre temps, dans les autres équipes, notamment SDR, BDR, tu avais pas mal de personnes qui étaient, voilà, ils étaient incentivés sur les SQL, les SQO. Ça a été toujours des débats. Ok, sur quoi, jusqu'où en fait je suis responsable de ce que je génère, quoi. Donc si tu dis à un BDR, t'es incentivé uniquement sur le revenu, il dit non, en fait moi je sais pas rien. C'est pas entre les mains, et puis en plus derrière, en termes de ROI, pour lui il est trop lourd, quoi. Il est trop loin du truc, et après voilà, c'est très tentant de te dire non mais attends, je mets tout le monde sur le même objectif, ça va lier, etc. Mais bon, en réalité il faut aussi être réaliste sur le fait que c'est une grosse équipe, que le BDR choisit pas toujours avec qui il travaille, et que voilà, il y en a qui sont un peu moins bons d'autres, etc. Donc voilà, de ce côté, et aujourd'hui dans cette nouvelle équipe qu'on est en train de construire et de rendre un peu plus efficace, il y a plus de gens qui sont vraiment sur le revenu. Il y a vraiment que la partie purement BDR.
qui va être très concentrée sur Enterprise, qui elle sera aussi, j'aimerais bien essayer de les incentiver aussi sur la partie revenus, mais ils auront quand même voilà cette capacité, enfin cette possibilité d'être aussi incentivés sur la partie SQ pour garder cette performance et vraiment essayer de garder tout le monde vraiment hyper motivé. Il y a une seule clé qui peut paraître hyper évidente, mais c'est le pipe. Donc le haut de funnel, c'est vraiment c'est la mère de toutes les batailles quoi. Et quand le haut de funnel tousse, tout le monde tombe malade en fait. Donc le haut de funnel, quand il y a du pipe, voilà, tu sens quand même qu'il y a une dynamique dans l'équipe qui reste, qui est là et qui te permet de bouger un peu les targets, éventuellement, de les faire évoluer. Mais voilà, quand ça c'est compliqué. Donc moi ma pression permanente, et bien sûr elle est sur tout le cycle et sur le closing et j'y passe vachement de temps et tout, mais quand même l'œil est toujours rivé sur le flux entrant, sa qualité et c'est ça qui permet de garder de la dynamique dans l'équipe. Et tu sens très bien que quand ça rentre moins, bon bah oui là forcément tout le monde est un peu plus stressé et c'est compliqué de garder la performance. Ce qui me fait dire une autre chose, un truc qui était qui est hyper important, c'est que quel que soit ton niveau d'entreprise, et notamment AE ou même jusqu'à dire team lead, c'est important de créer ton propre pipe. Ouais. C'est important de ne pas uniquement se reposer sur une équipe qui génère le pipe. C'est important que tu sois maître de ton pipe aussi, en tout cas en partie. Et ça, c'est un truc qu'on réintroduit aussi chez Brevo, parce que les équipes étaient saucissonnées. De là, même ceux qui ont une équipe BDR qui bosse avec eux sur la partie enterprise, ils vont être responsables de la génération de leur propre pipe pour détenir un peu plus leur destin entre les mains et de garder cette qui est plus l'attentisme des accounts exécutifs qu'on retrouve dans ça ces dernières années, ouais. Ils peuvent encore avoir effectivement des BDR ou des SDR, mais effectivement qu'ils aillent chercher aussi du newbies et c'est hyper important effectivement au terrain et qu'ils se rendent compte de l'importance du taux de closing par la difficulté effectivement de ramener du flux. Et de la même manière que c'est hyper important qu'un team lead il ait une target perso aussi. C'est-à-dire qu'il a aussi un ou deux deals à gérer, à signer lui-même. C'est un peu le même esprit. C'est garder la main sur l'entièreté en fait du cycle. Et voilà. Et ça, on va réintroduire. On est en train de réintroduire ça. Et je pense que c'est hyper sain, notamment dans cette volonté de garder de la dynamique, de pousser les gens à la performance, qui détiennent leur propre destin, enfin leur destin dans leurs propres mains. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen de le faire. Et puis après, tu as des trucs un peu plus classiques. Je pense que néanmoins, ça marche beaucoup. Hein. On fait des spiffs, hein, donc c'est. Ça, je connais pas, spiff. Spiff. Ouais. Je sais plus. Je connais avec un L entre le P et le S. Ça m'évoque aussi quelque chose. Mais non, nous, là, il n'y a pas de L. Okay. C'est bien spiff j'ai oublié ce que ça vient, sales performance incentive. Ok. Quelque chose. Et la finalité, c'est quoi? Et la finalité, en fait, c'est tu mets un espèce de bonus supplémentaire à la fin du quarter sur un objectif qui est important pour toi. Donc ça pourrait être, par exemple, si tu veux que, tu vois, nous, on a un des sujets qu'on a, par exemple, c'est que tout s'accélère à la fin du quarter. On voudrait qu'il y ait un petit peu plus de linéarité dans les performances. Ça, je pense, c'est un truc qui arrive à peu près dans toutes les boîtes. C'est un truc qu'on n'a pas réussi à résoudre encore et qu'on aimerait bien travailler. Donc voilà, donc tu peux mettre un truc sur, je mets un petit bonus supplémentaire pour la personne qui a fait 90% de ses objectifs tous les mois. Tu vois, ou tu peux faire un contest par équipe. Voilà. Spiff, c'est un mot compliqué pour dire bonus supplémentaire sur voilà. Et ça marche vachement bien. Les équipes se prennent pas mal au jeu. Parfois, tu fais des trucs par équipe, parfois tu fais des trucs plus perso. Et ça, c'est assez clé. Il y en a tous les quarters, il y en a. La gamification marche toujours? Ça redonne la motivation parce qu'on rentre un peu. C'est un peu ça. Avec de la surprime, etc. Ouais, c'est toujours un levier efficace. Dans Spiff, c'est un peu. Tu peux avoir la gamification aussi, et tu peux d'ailleurs rétribuer, pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais tu vas offrir des bons pour des magasins que t'aimes bien. Voilà, ça marche aussi. Hein. Des bons réductions pour une licence Brevo.
Ça marche, c'est simple. On parlait d'eau de funnel. Alors, je suis obligé de te poser la question. Je sais que c'est des sujets qui sont traités, retraités et encore traités, mais on est quand même dans cette période. Est-ce que tu as des nouveaux outils dans ta sales stack d'IA qui sont venus un peu faire du gain de performance ou du gain de productivité ou changer effectivement la manière de travailler dans ces équipes? Nous, le gros. Donc, il y a un outil qu'on utilise beaucoup qui est Gong. Ouais. Avant, on utilisait Mojo, hein, qui est l'équivalent. Voilà, mais bon, Brevo utilisait déjà Gong. Et en fait, donc, on l'utilise évidemment pour réécouter les calls. Donc ça fait partie vraiment de la vie quotidienne des managers, mais même des équipes. Hein. Ils se réécoutent ensemble, ils spotent un peu les endroits où ils pourraient progresser. Et puis après, Gong, tu as toute une partie un peu d'intelligence artificielle sur la partie vraiment retranscription. Donc, il te permet de gagner un peu de temps. Et en fait, ce qu'on s'amuse à faire, on s'amuse on y a branché en fait nos différentes méthodos de vente, que ce soit du Médic, du Spice, etc. Et en fait, ça remplit un peu automatiquement tes lettres de Médic en fonction de ce qu'il y a dans le call. Donc évidemment, tu repasses derrière pour être sûr que. Mais en fait, ça te permet de suivre ton deal, de faire du forecast dessus de façon assez précise. On fait beaucoup de forecast avec Gong aussi. Okay. Tout notre truc de forecast tout notre outil de forecast est sur Gong, donc on travaille énormément dessus. C'est-à-dire, ça analyse effectivement les calls et les visios pour aller forecaster effectivement les signes positifs effectivement et les potentialités de vente. En vrai, ce qu'on fait, c'est que c'est quand même les sales qui eux-mêmes mettent, si tu veux, les deals dans les forecasts de Gong. Gong fait une première analyse automatisée, donc avec de l'IA ou pas, j'en sais rien, mais tout est fait avec de l'IA aujourd'hui, mais il fait une première analyse et en fait, c'est assez intéressant parce que le sales va challenger et son team lead va challenger ce montant en replaçant en fait le deal au bon endroit dans le forecast dans 3 catégories qui sont best case, most likely et commit, avec des pourcentages qui sont en fonction de chaque stage, et puis donc ça te donne un weighted pipe à la fin. Mais après, nous, on a d'autres modèles mathématiques chez Brevo de win rate par AE. On compare un peu les deux et on voit un peu où est-ce que ça tombe. Donc ça, Gong, super outil qu'on utilise beaucoup. Et puis l'autre truc vraiment du moment là qu'on utilise beaucoup et là qui est pur IA, ça s'appelle Dust. Et ça, tu peux créer tes propres agents en fonction de la mission que tu veux, de ce que tu vas réaliser. Donc ça peut être un Dust, un agent Dust qui est sur le produit, tu vois, tout bêtement. Donc tu demandes à Dust, à ton agent sur le produit, est-ce qu'on sait faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Chez quel client c'est utilisé, etc. Donc voilà, ça va chercher dans toute ta data de ta boîte. C'est toi qui le nourris avec ta propre data. Okay. Et donc voilà, donc tu le nourris comme ça. Tu peux avoir un agent Dust pour créer une séquence. Si tu veux, tu peux le raffiner à une industrie en particulier. Voilà, cette industrie-là, voilà les clients qu'on a signés. Voilà la donnée que j'ai chez Brevo sur cette industrie-là. Voilà la donnée qui existe sur le marché sur cette industrie-là. Bon voilà, fais-moi une séquence de 10 emails suite à une typologie de call que je peux avoir avec eux. Et en fait, chacun en fait se crée son propre bot et ça fait gagner un temps mais absolument incroyable. Alors, je profite de ce sujet un peu pour moi. À partir de quelle taille de boîte tu peux implémenter du Dust? Toi qui as monté effectivement ta boîte, est-ce que tu penses qu'une boîte comme nous, d'une vingtaine, trentaine de collaborateurs, on pourrait implémenter du Dust? Est-ce qu'il faut se faire accompagner par une boîte en externe? Est-ce qu'on peut le faire en interne? Quelles sont les compétences qui sont requises maintenant pour travailler, pour s'enrichir d'agents IA? Non, tu peux le faire vraiment. Là, franchement, Dust. Alors nous, on a des gens qui sont assez geeks hein, chez Brevo, donc effectivement qui t'aide en fait et c'est génial en fait il nous aide beaucoup à rentrer dans ce monde-là qui est pas forcément évident pour tout le monde et en réalité voilà il faut te mettre un peu le pied à l'étrier. Dust est fait pour être accessible quand même à une boîte comme la tienne. Quand tu as 20-30 personnes, ouais, je pense que tu peux tout à fait t'en servir. Je pense qu'il y a un moment un peu de mise en route quoi, de setup où il faut peut-être un peu se faire aider, mais ça les personnes de Dust elles peuvent t'aider à le faire.
Et en réalité, hein, tu as une entrée, une sortie, quoi. Tu as une entrée, il faut que tu mettes la data que tu as. Et tu en as, en fait. Tu as beaucoup de data chez toi. C'est un peu quelle data tu dois rentrer, comment tu dois la rentrer. Et ensuite, et ce qui en ressort après, c'est à toi de prompter, en fait. Donc ça, le prompting, c'est un truc que tu peux faire tout seul. Et tu as des résultats qui sont assez bluffants. Voilà. Spoiler, évidemment, comme ce qu'on dit partout, c'est que ça ne fait pas tout, évidemment, et que l'humain derrière est hyper important pour aller traiter un peu le résultat, le raffiner, etc. Mais si tu veux, ça te fait gagner beaucoup de temps parce que t'as plus le syndrome de la page blanche. Ça n'existe plus. La page blanche, en fait, c'est ça qui fait que les gens ne se mettent pas au travail, repoussent les choses. Et c'est ça qui fait que les gens, même s'ils essaient de s'y mettre, bloquent un peu, partent du mauvais pied, etc. Là, t'as plus ça. Et ça, c'est en termes d'efficacité, c'est énorme en fait. C'est des pas gigantesques. Et de toute façon, c'est plus un nice to have, c'est un must to have. C'est-à-dire, si tu fais pas toi, un compétiteur va le faire avec des gains de productivité sur lequel tu pourras pas suivre, bien sûr. etc. Et même temps, en tant que sales, tu vois, si toi, dans une équipe, tu le fais pas, tu sais bien qu'il y aura d'autres sales dans ton équipe qui vont le faire et ils vont être beaucoup plus efficaces que toi. Donc ouais, c'est très très important de savoir s'y mettre. Ouais. Ça ressemble à quoi la journée d'un VP Sales? Alors ça dépend des VP sales, je pense. Ça ressemble à quoi tes journées, tes semaines, tes quarters? Alors moi j'aime beaucoup. Moi j'ai vraiment besoin. Tu vois, si j'ai alors moi j'aime bien être quand même beaucoup les mains toujours dans l'opérationnel. Je suis très opérationnel, donc je dis pas que je ne mène pas plus de deals, ce que je regrette beaucoup. J'aime bien être beaucoup dans l'île externe. J'ai beaucoup aidé en appoint des deals à des moments où ils peuvent soit on se demande si ça vaut le coup pour Brevo d'y aller, parce que c'est des questions qu'on doit se poser. Il y a certains deals qui sont trop compliqués. Pour des boîtes qui sont pas forcément en bonne santé, on sait que ça va être long. On sait que par certains aspects, la compétition va être très rude. Est-ce qu'on a envie d'y aller par rapport à ce que ça va nous rapporter, etc. Donc il y a une analyse quand même assez importante qui est faite et sur laquelle je suis pas mal impliqué. Je suis pas mal impliqué sur des deals qui mettent un peu plus de temps, qui peuvent galérer un petit peu plus. Je suis impliqué sur des RFP où il faut senioriser un petit peu l'approche. Donc ça, mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps parce que t'es pas mal sollicité. Et puis après, il y a une prise de température, tu vois, quasi hebdomadaire évidemment au moins, mais j'allais dire quasi quotidienne de certaines équipes en fonction des régions. Donc je fais un point au moins hebdomadaire avec chaque personne, chaque région. Et puis après, ce qui est hyper important, c'est les sales, ils doivent parler à toute la boîte. Donc il faut être hyper aligné avec le produit, il faut être hyper aligné avec les solution engineers, il faut être hyper aligné avec les CSM à qui tu refiles quand même les deals que tu as signés. Il faut être hyper aligné avec le marketing qui gère la partie vraiment très haute du funnel. Il faut parler avec les CSM. Enfin, tu vois, tu dois parler avec beaucoup de gens en fait dans l'entreprise et que voilà pour veiller que ce qui rentre un peu en amont des sales soit bien compréhensible par les sales et exploitable, et que ce qui sort de chez les sales, donc quand ça va notamment vers les CSM, ce soit quelque chose qui soit exploitable pour eux et que les équipes peuvent travailler. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de monde avec qui se synchroniser très régulièrement. Donc la journée d'un VP Sales, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de coordination, en essayant vraiment de garder une partie opérationnelle au sens les mains dans le cambouis des deals, et c'est hyper important. Moi j'ai un regret, tu vois, si je suis monté sur ce poste vraiment du jour au lendemain, donc hyper vite, et j'ai pas passé assez de temps dans le produit, j'ai pas passé assez de temps juste à me faire des deals, quoi. Et en fait après j'ai été pris dans le truc, dans l'engrenage, et t'as plus vraiment le temps, quoi. Et tu dis ouais, je vais faire, et en fait tu le fais pas. Donc si vraiment je devais refaire la chose, je me collerais vraiment une semaine, 2 semaines. Parfois c'est pas possible, moi c'était pas possible, mais si on peut, une semaine, 2 semaines, vis ma vie de sales, et tu le fais vraiment jusqu'au bout, quoi. Super intéressant. Parce que j'allais te poser la question, quel conseil tu donnerais à un VP Sales lors de son onboarding? Vraiment, mais tu me donnes effectivement la réponse.
Axel, je vois le temps qui passe. Je sais qu'effectivement, Encore un peu de temps, quoi. t'as ta contrainte. Eh bien, écoute, alors dans ces cas-là, je vais en profiter. C'est quoi tes 3 indicateurs clés? Tes 3 KPI, effectivement, si tu veux en choisir 3, uniquement 3, qui me permettent de piloter, savoir si les choses vont bien ou ça part en cacahuète. Le pipe, hein, évidemment, le pipe ouvert, open pipe alors, moi, j'évalue beaucoup plutôt, enfin, je le découpe en deux, donc du coup au mois et au quarter à chaque fois. Donc l'open pipe, hein, c'est le premier truc que je regarde. Le deuxième indicateur que je regarde beaucoup, euh, un peu tous les matins quand je me lève, ça va être assez simplement le win rate dans mes équipes. Et ça, c'est un bon indicateur quand même pour voir la tendance. Et je vais même un peu le voir par équipe ou même par personne parfois, tu vois. Comme quand tu connais bien tes sales, c'est un bon indicateur de tendance. Tu commences à avoir un peu des alertes. Quand tu vois qu'un bon sales, son win rate chute, bon, tu vas tout de suite creuser. Donc, est-ce que voilà, c'est parce qu'il a moins de pipe? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à closer parce qu'en fait, les deals qu'il a eu étaient pas forcément les bons. Donc voilà, donc open pipe, win rate, et après l'autre data, bon il y en a plein, mais là celle qui me vient, je regarde beaucoup chez nous un truc qui s'appelle enfin c'est deux stats, mais elles sont liées, c'est le même funnel. C'est donc MQL to SQL et SQL to SQL. Donc MQL to SQL, c'est le gros flux, c'est tout ce qui rentre. Donc, c'est la masse en fait. Donc ça c'est important de voir cette masse, voilà, combien elle convertit en SQL. On a des seuils d'alerte. On se dit oula, ok, ça veut dire que la qualité en fait elle est mauvaise en entrant, ou ça peut vouloir dire d'autres choses. Mais souvent ça veut quand même dire ça. Et après l'win rate de SQL à SQO. Donc ça veut dire à partir de quel moment quelqu'un, donc SQL c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert à un discours de vente, ouvert à en savoir un peu plus sur Brevo, et à quel moment il devient une opportunité exploitable pour les équipes de vente. Ça, c'est clé. Ça, c'est le truc où tu vois vraiment la santé de ton... Et quel est votre canal principal de MQL? Aussi, c'est quoi? Notre, pardon? Le canal principal de MQL, je sais que vous avez fait des grosses Inbound. campagnes pub, c'est quoi? C'est l'inbound. Inbound? Inbound, c'est tout ce qui rentre via le site, les gens qui signent Ok. pour prendre un rendez-vous avec un vendeur de chez Brevo. C'est le gros canal. Deuxième gros canal, c'est l'outreach, donc les gens qui viennent te voir à un salon, s'inscrivent à un webinar, téléchargent un e-book ou je sais pas quoi. Là, on a un intent. Donc, on travaille continuellement à se dire, OK, comment je peux le raffiner ce score pour rappeler les bonnes personnes. Enfin, c'est ça la mission. Donc, à Autriche, donc des gens qu'on rappelle, ah, vous avez fait tel ou tel truc et tout ce que ça intéresse. Ça fonctionne encore? Ouais, carrément. C'est Ouais, même un truc qui ouais. fonctionne de plus en plus chez nous, et c'est même vraiment quelque chose qu'on doit raffiner encore. On sent que on a vraiment vachement de marge de progression là-dessus, sur le scoring. On est vraiment de mieux en mieux là-dessus. Et après, troisième source, outbound, pur et dur. Donc là c'est le cold, etc. Mais ça correspond aussi à un move qui est plus donc vers de l'enterprise, des gens qui pensent pas forcément à toi tout de suite. Et puis c'est aussi, voilà, Brevo, on n'est pas forcément encore identifié sur tous les nouveaux segments de marché. On doit pas mal se battre contre ça. Ce qui me rappelle beaucoup ce que moi j'ai fait là en gros quand même deux types de sales qui sont très différents. J'ai fait de l'évangélisation pendant des années avec Captain Wallet, à la fois sur ta boîte et en plus nous sur le produit, parce qu'on a quand même inventé ce produit, on l'a imposé au marché petit à petit. Ça a pris du temps, mais quand on l'a fait, ça a marché. Donc de la vente d'évangélisation versus là une vente chez Brevo qui est du marché de remplacement. Tout le monde sait ce que c'est qu'un CRM, tout le monde sait ce que c'est que d'envoyer des emails et tout. Et là, c'est pas du tout pareil, quoi. Tu dois venir remplacer quelqu'un, t'es en frontal avec un concurrent, faut te faire de la place et tout. Mais j'ai ce truc-là quand même un peu d'évangélisation aujourd'hui parce que les gens connaissent pas forcément Brevo à ce niveau-là. Et donc voilà, ça me rappelle un peu cette partie-là de notoriété qu'il faut travailler, dire non mais attends, on n'est pas qu'un canon email, hein. Maintenant on peut faire comme ce que fait un Salesforce, un Klaviyo, alors, peut-être pas un Salesforce parce que c'est vraiment très très large, mais on est largement au niveau d'un Klaviyo, d'un HubSpot, d'un Braze, etc. Tu vois, donc et ça faut que les gens en prennent conscience. C'est quoi ta vision marché
d'ici 5 à 10 ans? Alors, je sais que c'est pas toujours facile de se projeter, mais on est dans des telles révolutions technologiques, on est dans un flou un peu marché, on a du mal à se projeter. En tout cas, pour ces prochaines années, dans 5 à 10 ans, le marché ressemblera à quoi? Alors, le marché des sales ou le marché de Brevo? Alors, à la fois le marché de Brevo et tu as quand même 20 ans de carrière professionnelle derrière toi. Vers quoi le marché aujourd'hui évolue? Est-ce qu'on évolue vers de la vente beaucoup plus value selling? Est-ce que les choses vont s'automatiser? Est-ce que les tailles de marché finalement vont se réduire parce que tu vas avoir des effets d'absorption des différentes techs ou l'IA va finalement automatiser de plus en plus de choses? C'est quoi ta vision, un peu ta prospective? Donc, t'as une dimension marché pour la partie vraiment purement CRM, Brevo, etc. Qui est un marché qui est quand même donc qui est dans le marché de la martech, donc qui est un marché en consolidation quand même. Bah, j'en suis l'exemple le plus le plus vivant là ici. Voilà, on a consolidé et Brevo est une boîte qui consolide voilà, donc ça c'est une dynamique qui va être encore présente, je pense, pendant pas mal de temps. Et cette dynamique-là, elle est pas prête de s'arrêter. On va avoir évidemment un impact hyper important sur la partie IA. Brevo, on a investi 50 millions d'euros sur l'IA pour construire notamment un agent IA qui va donc le nom de but, c'est d'assister totalement les CRM managers dans leur boulot. Donc vraiment, on va d'avoir des CRM managers, directeurs augmentés, si tu veux, comme nous, on a pu l'être avec le téléphone. Nous sommes des êtres humains augmentés grâce au téléphone. Bah, c'est un peu pareil avec dans plein de secteurs. Donc évidemment, ça c'est une évolution qui est hyper importante. Et assez paradoxalement, ça renforce énormément l'humain. En fait, il y a pas mal de solutions qui sont développées en mettant beaucoup de prédictifs d'IA, etc. On a eu beaucoup de retours clients qui disaient bah c'est cool, mais en fait c'est une boîte noire, donc je sais pas ce qui se passe et j'ai plus le contrôle de ce truc-là, donc j'aimerais bien. Enfin voilà, j'ai besoin de trouver une limite, enfin un bon cocktail entre ok être aidé mais en même temps comprendre ce qui se passe. Donc ça sur la partie CRM, voilà, je pense que assez classiquement parler de consolidation, beaucoup de présence de l'IA, comment on trouve cette limite entre une IA qui aide mais qui remplace pas et avoir un produit qui soit vraiment très simple d'utilisation dans un secteur qui se complexifie beaucoup parce que tu as beaucoup de données, beaucoup de data. Et c'est dur aujourd'hui d'être un CRM manager parce qu'il faut savoir à la fois faire des trucs de branding sexy, tu vois, des belles newsletters, des bons messages au bon moment, savoir parler à une audience. Et en même temps, tu vois, savoir comprendre ce que dit la data, savoir la gérer dans des espaces qui sont très souvent hyper, enfin avec des outils qui sont très différents, donc une data qui est complètement explosée. Voilà. Donc le rôle de boîte comme Brevo, c'est de faire ça, c'est de rassembler cette donnée-là, lui donner un sens, pouvoir l'activer simplement, etc. Et cette dynamique aujourd'hui, elle est quand même assez forte. Enfin, tu vois, nous chez Brevo, on est très animés par ça. Et c'est un truc de Brevo. Brevo, c'est une boîte qui permet à l'artisan du coin d'envoyer des newsletters, tu vois. Donc, faut que ça soit hyper simple, quoi. Et on a gardé cet ADN, faire des trucs complexes, un truc simple. Et toute l'industrie, quand tu regardes, elle s'est orientée vers ça. T'as du Salesforce, du Adobe, c'est compliqué, c'est pas super sexy, etc. C'est très puissant. Et quand tu vas chez les boîtes, elles utilisent 5% du truc, en fait. Il faut un intégrateur, il faut un mec qui les aide tous les jours. Et nous, on bénéficie beaucoup de ça aujourd'hui. De ces ras-le-bol un peu d'outils un peu imbitables, un peu incompréhensibles, on sent qu'on peut faire plein de trucs, mais on n'y arrive pas. Voilà, bah nous, on a cette génération-là qui permet de le faire. Ça, je pense, c'est pour le marché. Et après, sur les sales, c'est marrant, on en parlait hier avec une personne chez Brevo, là, avec qui je bosse beaucoup. Et en réalité, tarte à la crème, mais enfin, tous les jours, on s'envoie des trucs. T'as vu ce nouveau truc donc ça peut être de l'autodialer. Donc c'est quelque chose qui te permet en fait de composer un numéro de téléphone pour toi en choisissant ceux que tu as contactés dernièrement, donc en dosant un petit peu, tu vois, la pression. Et puis en fait, ça dial, ça compose des numéros pour toi. Et ça décroche au premier venu, donc hop, ça arrête de tous les autres. Ça peut laisser des messages automatisés. Enfin, tu gagnes 40-50% de temps dessus, quoi. Nous, on a augmenté notre contact rate de 2 à 6% en 40 jours. Donc voilà, et en fait, quand t'es un sales aujourd'hui, que c'est un manager ou un
un sales, un individual contributeur, comme on dit, faut garder le rythme de ça. Et il faut tout le temps tester des trucs. On a testé hier un avatar de coaching. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc on lui avait fait manger plein de data de chez nous, etc. C'est hyper impressionnant. T'as une personne qui parle en direct et qui te coach, franchement, vachement bien, quoi. Donc c'est quand même très déstabilisant et voilà. Donc je pense que avoir cette veille en permanence sur ces outils et tester, c'est hyper clé. Je sais que c'est hyper tarte à la crème ce que je dis, mais vraiment on le vit vraiment tous les jours et on sent cette vague là, cette hype qui monte. Mais c'est pas juste une hype, elle se matérialise vraiment tous les jours dans les outils qu'on a. Et donc du coup, le deuxième truc qui est aussi paradoxal, c'est qu'un sales aujourd'hui, et dans le secteur c'est encore plus vrai, un secteur qui est vraiment concurrentiel, on se tire la bourse sur les features et tout, et en fait en vrai on voit des prospects qui se en fait c'est un peu pareil, quoi. Donc cette capacité à faire en sorte que non, c'est pas pareil, et donc d'être extrêmement pointu sur ton outil, ton produit, d'être le côté vraiment hyper expert ressort de plus en plus. Et le côté capacité à créer du lien avec ton client, et donc de créer une connexion qui est particulière, parce qu'en fait, en réalité, ton client, il va se projeter avec toi parce que c'est avec lui qu'il va travailler. Enfin, c'est avec toi qu'il va travailler. En tout cas, c'est avec ta boîte qu'il va travailler. Faut que tu lui donnes envie de bosser avec toi, quoi. Faut que tu sois dans une vente qui soit évidemment pas transactionnelle, qui soit très personnelle et qui se complète bien avec la première partie qui est experte et qui est donc une value-based proposition pour faire du bon français, où là tu vas montrer vraiment la valeur de ton outil d'un point de vue biz et d'un point de vue purement technique. Nous on a été très technique chez Brevo, trop technique. Maintenant voilà, on est en train de changer, on s'améliore beaucoup sur le value-based de speech. C'est pas facile de faire évoluer là-dessus les équipes, et ça fait partie des choses sur lesquelles on bosse beaucoup, parce qu'on voit que c'est ça qui fait quand même vachement la différence, quoi. Axel, un énorme merci pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup pour notre échange. J'espère que c'était intéressant, intelligible. Ça, c'est ça, nos auditeurs qui le diront, mais je le pense parce que moi j'ai été extrêmement passionné par ce que tu dis, et on sent que tu es passionné aussi. À partir du moment où on est passionné, on devient passionnant, et ça c'est quand même une punchline de sales. Je pense que je l'aurais pas, même moi en tant que ça, je l'aurais pas trouvé. C'est vraiment une punchline de sur-sell. Bah écoute, je te la donne, et c'est d'autant plus sympa que deuxième punchline. La vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Donc merci pour ton enthousiasme sur ce métier qu'on partage effectivement tous au quotidien. C'est clé. Un vendeur qui est pas enthousiaste, l'énergie fait 50% du boulot. On est absolument d'accord. Encore merci à tous nos auditeurs, toujours plus nombreux chaque mois à nous suivre sur ces interviews, et merci à vous tous qui venez partager votre savoir, votre expérience, votre expertise, puisque c'est en vous écoutant, c'est en vous interviewant que on monte aussi chacun en compétences. On parlait de sales enablement tout à l'heure, on a parlé de nouveaux outils, et que le marché évolue si vite qu'il faut toujours maintenant chaque semaine se tenir à niveau, et que chaque semaine qui débute est différente que la semaine précédente. Et ça, je trouve ça assez incroyable, et ça aussi c'est passionnant.